Allez, on commence, Benahouda, avec une revue des dommages agricoles de guerre en Ukraine. Alors l'intérêt premier de ces travaux, c'est qu'ils sont effectués de l'intérieur, au cœur de système agricole ukrainien, par des experts ukrainiens, ceux de l'école d'économie de Kiev, en partenariat avec leur ministère de l'Agriculture. À la mi-juin, Roman Neiter et ses collègues sont parvenus à une évaluation globale de 4,3 milliards de dollars de dégâts. Ouais. Leurs estimations cumulent les dommages causés par la guerre aux terres agricoles, aux machines et aux infrastructures du secteur. Le passif le plus lourd concerne d'abord les surfaces cultivables. Il y a les dommages physiques directs, mais aussi les diverses pollutions que provoquent par exemple les bombes qui n'ont pas explosé, les munitions également. Ça représente en tout, d'après cette recherche ukrainienne, des dégâts d'un peu plus de 2,1 milliards de dollars. Suit l'endommagement de la couche fertile des sols, qui est un facteur très important. Les auteurs mettent par exemple en exergue les altérations qu'entraîne le passage des chars avec leurs chenilles. Il faut aussi réparer l'infrastructure d'irrigation. Ce seul poste budgétaire, si je puis dire, est estimé ici à 225 millions de dollars, notamment dans le sud du pays. Mais même là où la guerre n'a pas frappé, il y a l'obstacle de la logistique, un obstacle majeur, ce qui fait qu'en fin de compte, environ 2 400 000 hectares pourraient ne pas être récoltés, perte donc de 1,4 milliard de dollars. Alors, un tracteur, un camion, nous disent-ils aussi, court un risque plus élevé d'être touché que les autres grands équipements agricoles, comme une moissonneuse-batteuse. Pourquoi un tracteur plus qu'une moissonneuse-batteuse? Parce qu'un tracteur, vous pouvez l'utiliser pour faire la guerre. Ces économistes ukrainiens affirment par ailleurs que les forces russes ciblent des installations de stockage en vue d'affaiblir les capacités, encore une fois, agricoles du pays. Selon leurs calculs, 272 millions de dollars de destruction spécifique. Il y a aussi le bétail, impossible de le nourrir, impossible de le soigner, impossible de faire venir un vétérinaire. Et les auteurs donnent tête par tête le nombre précis de pertes. Et c'est un premier tour d'horizon agricole donc qui additionne perte de revenus, destruction d'actifs corporels et de stocks, encore une fois, vu de l'intérieur. Eh oui, passionnant. Le bitcoin et le blanchiment d'argent au Costa Rica. C'est une recherche de 3e cycle qui a été publiée par l'Université du Costa Rica. Au fur et à mesure du recul des cours des crypto-monnaies, l'inquiétude est en train de gagner certains pays d'Amérique centrale qui redoutent une forte déstabilisation de leurs finances nationales. Au Salvador, chacun le sait maintenant peut-être, le bitcoin, dans un mouvement tout à fait précurseur, a un statut de monnaie légale depuis le mois de septembre. Le Costa Rica, pour sa part, a mis en place une législation plutôt ouverte, plutôt favorable en la matière. L'État en fait un facteur d'attraction à la fois pour les transactions, mais aussi pour le minage. Les achats-ventes de bitcoin ou autres peuvent y être opérés sans taxe sur les plus-values, alors qu'il n'y a pas, le bitcoin n'a pas cours légal au Costa Rica. C'est une économie d'un peu plus de 5 millions d'habitants. Ici, Manrique Larabolanos a une approche strictement juridique. Il met en regard pour son pays ce qu'un système informatique décentralisé capable de créer comme valeur sans qu'une entité centrale puisse la réguler. L'auteur ne rentre pas dans de vastes considérations théoriques, philosophiques, dans le sens ou bien en l'absurdité de ce qu'est une crypto-monnaie. Ouais. Pour lui, en tout cas, la blockchain et le bitcoin sont là pour rester, je cite. Et en tant que juriste, il constate seulement que cette activité échappe aux textes qui existent au Costa Rica en matière de droit pénal économique, ce qu'il considère comme tout à fait préjudiciable collectivement pour la société de son pays. C'est l'anonymat qui peut favoriser, selon lui, l'activité criminelle, le blanchiment d'argent, le financement du banditisme, voire du terrorisme. Et à cet égard, l'auteur considère que l'effort de régulation se révèle extrêmement difficile, dès lors que même la Chine, nous dit-il, ne dispose pas d'une avance réglementaire. Alors que dire du Costa Rica seul, sans une mobilisation institutionnelle internationale d'une toute autre ampleur qu'actuellement? C'est, d'après le juriste costaricain, un problème essentiel de confiance auquel va se heurter le bitcoin d'ici très peu de temps. Et on termine par les États-Unis, Benahouda, où l'on s'inquiète de l'augmentation de la mortalité sur les routes. Alors, vous avez peut-être vu que la dernière tendance française est défavorable, mais les auteurs américains de cette étude ne les avaient pas encore, cette tendance. Et c'est bien la France que Yona Freemark et ses collègues de l'Institut urbain de Washington donnent en exemple aux Américains, aux États-Unis, en matière de politique publique de sécurité routière. Ah ouais. Oui, alors pourquoi la France? Parce que d'abord, il faut voir que
au sein du G7, seuls les États-Unis voient encore le nombre de décès sur les routes continuer d'augmenter au cours des dernières années. Plus 25% entre 2014, année d'un plus bas, et 2021. Là où sur cette période, la France est à encore moins 15%. Pourquoi se concentrer sur la France, qui ne compte pourtant pas parmi les plus vertueux, les mieux classés? Il s'avère que dans les années 1990, les deux pays avaient exactement le même taux de mortalité routière par habitant. C'est donc à partir de là qu'il devient instructif de comparer. Les lignes de tendance ont commencé à diverger de plus en plus à partir de 1994. Le risque pour un Américain de mourir sur la route est ainsi à présent presque 3 fois plus important que pour un Français. Calcul des auteurs, si les États-Unis avaient suivi la même courbe que la France depuis 1994, c'est l'équivalent d'une ville comme Cleveland dans l'Ohio ou de la Nouvelle-Orléans qui vivrait encore aux États-Unis. Et ce n'est pas qu'une question de modèle ou de philosophie du transport. Le recours à la voiture étant moitié moindre en France, la différence de mortalité entre les deux pays se révèle aussi très nette par kilomètre parcouru. Donc ce n'est pas une question de quantité de kilomètres. Okay. Et même en tant que piéton, alors que les Français sont, je cite, beaucoup plus nombreux à marcher sur les courtes distances que les Américains, un tableau à l'appui, à la fin des années 1970, en termes relatifs, les décès étaient bien plus importants en France parmi les piétons, mais en 2021, c'est tout à fait l'inverse. En ayant les données françaises, les États-Unis auraient là aussi 60 000 morts de moins depuis cette période. Alors, les auteurs dressent une série de recommandations, à peu près calquées d'ailleurs sur les mesures françaises des 30 dernières années. Abaissement des limitations de vitesse en ville, radar automatique sur les grands axes, incitation à l'achat de petites voitures. Pourquoi les petites voitures? Parce que ces modèles-là réduisent la gravité des blessures sur les piétons, une extension des zones piétonnes, promotion de la marche aussi. Mais est-ce que le peuple américain est disposé à se plier à une telle évolution française? L'Urban Institute de Washington ne nous le dit pas.